Mon père m'a forcé à abandonner mon rêve pour travailler dans son entreprise, me promettant qu'il me la donnerait en héritage. Mais maintenant qu'il est parti, je découvre que tout a été donné au petit ami de ma sœur. J'avais 18 ans quand papa m'a assis et m'a dit « Oublie l'université. Tu vas apprendre le métier. » Mon frère et moi l'avons cru parce qu'il n'arrêtait pas de dire que l'entreprise serait à nous un jour. Cela semblait logique à l'époque. Pourquoi gaspiller de l'argent en frais de scolarité alors que nous allions tout hériter de toute façon? Mon frère a démissionné après 2 ans. Il m'a dit que le bas salaire et le traitement de papa n'en valaient pas la peine pour une promesse future. Je pensais qu'il exagérait. Je suis restée parce que je croyais sincèrement que tout cela finirait par payer. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Ma sœur n'a jamais eu à travailler dans l'entreprise, mais elle recevait d'une manière ou d'une autre une allocation qui était le triple de notre salaire. Elle postait des photos de vacances pendant que je travaillais les week-ends. Papa disait qu'elle aurait toujours sa part à son décès, ce qui semblait injuste, mais je l'ai accepté. Ensuite, ma sœur a commencé à sortir avec Gavin. En 6 mois, Gavin est devenu le chouchou de papa. Soudain, c'était Gavin qui voyageait avec papa pour rencontrer les clients. Gavin qui était emmené dans des restaurants chers. Gavin qui recevait des conseils sur la stratégie commerciale. Pendant ce temps, c'était moi qui dirigeais concrètement les opérations, gérais les stocks, m'occupais de la paie, traitais avec les clients en colère. Papa a complètement oublié mon 25 anniversaire. Il n'a même pas envoyé de SMS. Mais la même année, il a organisé une fête massive pour l'anniversaire de Gavin. Il a loué tout un restaurant, invité une centaine de personnes, dépensé des milliers de dollars. J'y suis allée parce que je pensais que je le devais. J'ai regardé tout le monde porter un toast à Gavin pendant que je restais dans un coin comme un étranger. J'ai confronté papa à ce sujet une fois. Il a dit que Gavin avait des perspectives fraîches et des idées modernes. J'ai demandé « Et mes idées ?» Celles qui ont augmenté notre chiffre d'affaires de 30% le trimestre dernier. Il a juste haussé les épaules et a dit « C'est ton travail. » Gavin a commencé à faire des commentaires. Lui aussi. Des petites piques sur le fait que je n'étais au fond qu'un simple employé. Comment papa le voyait comme le vrai successeur. Papa riait quand il disait ces choses. Il riait vraiment comme si c'était une blague entre eux. J'ai travaillé là, bas, pendant 8 ans au total. 8 ans à ouvrir à 6 h du matin et à fermer à 20 h. 8 ans à gérer les urgences à minuit. 8 ans à couvrir les erreurs de tous les autres. Je gagnais moins que notre plus récent employé parce que papa disait que je n'avais pas besoin de beaucoup puisque j'hériterais de tout un jour. Mes amis ont tous continué leur vie, ont obtenu des diplômes, ont commencé des carrières, ont acheté des maisons. J'étais coincée avec un salaire de misère tout en recevant la promesse d'une fortune qui semblait s'éloigner chaque année. Puis papa est tombé malade. Un cancer. Il lui restait 6 mois. J'ai pensé que être maintenant, il me parlerait enfin de la transition, de mon rôle dans l'avenir de l'entreprise. Au lieu de cela, il a passé ces derniers mois à tout apprendre à Gavin, l'emmenant à chaque réunion, le présentant à chaque contact. J'ai rendu visite à papa à l'hôpital 2 jours avant sa mort. Je lui ai demandé directement « Papa, est-ce que c'est moi qui vais diriger l'entreprise ?» Il m'a regardé pendant un long moment et a dit « Nous verrons. » C'était tout. Nous verrons. La lecture du testament a eu lieu mardi dernier. Mon frère a eu la maison en banlieue d'une valeur d'environ 300 000 $. Ma sœur a eu ses comptes d'épargne d'environ 200 000 $. Et l'entreprise valant des millions de dollars pour laquelle j'avais sacrifié toute ma vingtaine, est allée à 80% à Gavin. Les 20% restants ont été partagés entre ma sœur et mon frère. Je n'ai rien eu, pas même une mention. Ma sœur a littéralement souri en me regardant de l'autre côté du bureau de l'avocat. Gavin ne me regardait même pas, mais je pouvais voir qu'il essayait de ne pas sourire. Mon frère semblait choqué, mais n'a rien dit. Je suis sortie avant que quiconque ne puisse me parler. J'ai conduit jusque chez moi en silence. Je me suis assis dans mon appartement cette nuit-là.
Entourée par 8 ans de temps gâché, le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. D'abord à nos 3 principaux fournisseurs, je leur ai dit que je partais et je leur ai fortement suggéré de demander un paiement d'avance pour toute nouvelle commande, car la direction changeait. 2 d'entre eux ont résilié leur contrat dans les 48 heures. Ensuite, j'ai appelé nos plus gros clients, ceux avec qui j'avais bâti des relations au fil des ans à travers des appels tardifs et des résolutions de problèmes. J'ai tout dit à notre plus gros client. Je lui ai montré la documentation de mon travail par rapport à celui de Gavin. Il était furieux. Il a dit qu'il retirerait un contrat de 3 millions de dollars. Voir tout s'écrouler pour eux m'a fait plus de bien que n'importe quoi d'autre depuis des années. Cette nuit-là, mon frère m'a enfin rappelé. Il a dit qu'il devait me dire quelque chose sur le testament de papa. Quelque chose que l'avocat lui avait confié en privé. Il avait l'air terrifié. Il a dit que papa n'avait pas écrit ce testament et qu'il pouvait le prouver, mais que quelqu'un venait de s'introduire chez lui. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste attrapé mes clés et j'ai couru à la voiture. Mon frère vivait à environ 20 minutes dans un quartier calme, le genre d'endroit où les gens connaissent leurs voisins. Mais quand je suis arrivée, sa porte d'entrée était grande ouverte, oscillant légèrement au vent. Je pouvais voir du verre brisé sur le porche là où quelqu'un avait fracassé la petite fenêtre à côté de la poignée de porte. Jake, ai-je appelé en entrant prudemment. Le salon ressemblait à un champ de bataille après le passage d'une tornade. Les coussins du canapé étaient jetés partout. Les tiroirs étaient tirés et vidés sur le sol. Des livres étaient éparpillés sur le tapis. Le classeur dans le coin était complètement vidé. Les papiers jonchaient le sol comme si quelqu'un avait cherché quelque chose de spécifique. J'ai entendu un bruit provenant du sous-sol et mon cœur s'est arrêté. Jake, c'est toi là, dessous? Sa voix est montée, tremblante et essoufflée. Je l'ai trouvé assis sur le sol du sous-sol, le dos contre le mur, son téléphone serré dans sa main. Il m'a regardé avec des yeux égarés comme s'il avait vu quelque chose qui l'avait terrifié. « Il cherchait ça », a-t-il dit. « Il cherchait la preuve. » « Preuve de quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Il a levé son téléphone. J'ai pris des photos au bureau de l'avocat quand personne ne regardait. Des photos du testament qu'ils nous ont lues. Il a fait défiler sa galerie et me les a montrées. « Regarde cette signature. » Je me suis penchée de près. C'était la signature de papa, soi-disant, mais quelque chose clochait. Les boucles étaient mauvaises. La pression sur certaines lettres ne correspondait pas. J'avais vu papa signer des centaines de documents au fil des ans. Ce n'était pas tout à fait ça. « Maintenant regarde ça », a dit Jake en sortant une autre photo. C'est un autre document, quelque chose que j'ai trouvé dans le bureau de papa à la maison quelques semaines avant sa mort. C'est la vraie signature de papa sur un contrat qu'il a signé il y a peu, être 8 mois. Tu vois la différence? Je l'ai vu immédiatement. La vraie signature avait cette façon distincte de barrer le T dans notre nom de famille, une petite fioriture que papa faisait toujours. La signature du testament ne l'avait pas. C'est pas vrai. Il y a plus, a dit Jake en se levant. Il tremblait encore. Tu te souviens comment papa prenait tous ses médicaments à la fin, la morphine et tout? Oui, bien sûr. J'ai vérifié ses dossiers médicaux. J'avais encore accès via le portail familial que l'hospice a mis en place. Il a affiché un autre document sur son téléphone. Regarde les dates. Le testament était censé avoir été signé le 14 mars, mais regarde son carnet de médicaments pour cette semaine-là. J'ai lu, l'estomac noué à chaque ligne. Le 14 mars indiquait que papa avait reçu une dose de morphine à 8h du matin. Cela aurait assommé un cheval. Une autre à midi. Une autre à 6h. Il aurait été complètement dans le gaz. Exactement. Il n'y a aucun moyen qu'il ait pu signer quoi que ce soit de cohérent ce jour-là. Il pouvait à peine rester éveillé plus de 10 minutes à la fois. La voix de Jake s'est brisée. Quelqu'un a falsifié ça. Quelqu'un a attendu qu'il soit trop drogué pour savoir ce qui se passait. Gavin, ai-je dit calmement. Et probablement que Jess a aidé, a ajouté Jake, en parlant de notre sœur. Réfléchis-y. Elle était là tout le temps pendant ces dernières semaines.
Elle avait accès. Elle aurait pu convaincre papa de signer quelque chose en lui disant que c'était juste un truc temporaire ou n'importe quoi d'autre. Mon esprit tournait à toute vitesse. Tout prenait soudainement sens. Le sourire en coin sur le visage de Jess chez l'avocat. La façon dont Gavin ne pouvait pas me regarder. Ils avaient tout prévu. Ils avaient littéralement attendu que notre père soit sur son lit de mort pour tout voler. Nous devons le dire à quelqu'un. Ai-je dit. La police. Un avocat. Quelqu'un. Jake a secoué la tête. C'est ça le problème. Je ne peux pas prouver que je n'ai pas moi-même forcé ma porte et mis en scène tout ça. Et toi, tu as déjà saboté l'entreprise. Si nous nous manifestons maintenant, l'avocat de Gavin dira que nous essayons juste de couvrir nos traces. Que nous inventons ça parce que nous sommes en colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien, mec. Je n'en sais vraiment rien. Il a regardé autour du sous-sol dévasté. Mais celui qui est entré par effraction ici n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. J'ai des sauvegardes, le stockage cloud, des brouillons d'email. Ils ne peuvent pas tout effacer. Je l'ai aidé à nettoyer pendant les heures suivantes. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Bougeant en silence, rangeant les choses, redressant les meubles. Mon esprit revenait sans cesse à la même pensée. Ils m'avaient tout volé. Et maintenant, ils essayaient de couvrir leurs traces. Vers minuit, Jake nous a fait du café et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. J'ai une idée, ai-je dit lentement. Mais c'est risqué. Je t'écoute. On ne peut pas passer par les voies légales. Pas tout de suite. Il nous faut plus de preuves. Des preuves concrètes, le genre qu'on ne peut pas contester. Je me suis penchée en avant. J'ai toujours mes clés du bureau. Gavin n'a pas encore changé les serrures parce qu'il pense probablement que je n'oserais pas y retourner. Tu veux t'introduire là, dedans? Je veux trouver les notes réelles de papa. Tu sais comment il était. Il gardait tout. Des notes manuscrites sur l'entreprise, sur les plans de succession. Tout. S'il y a quoi que ce soit qui montre ses vraies intentions, ce sera dans le tiroir de son bureau. Celui qui est verrouillé. Jake m'a fixé pendant un long moment. Si tu te fais prendre, je ne me ferai pas prendre, je connais ce bureau mieux que quiconque. Je sais quelle planche grince, quelle fenêtre ne se verrouille pas correctement, où sont toutes les caméras de sécurité. J'ai marqué une pause, ou du moins, là où elles étaient autrefois. C'est de la folie. Ils ont volé 8 ans de ma vie, Jake. Ils ont falsifié un testament pendant que notre père mourait. Ils sont entrés par effraction chez toi ce soir. J'ai croisé son regard. J'en ai fini de jouer selon les règles. Il est resté silencieux pendant 1 minute, puis il a hoché la tête. D'accord, mais tu as besoin de renfort. Et si quelque chose tourne mal, tu seras mon guetteur. Gare-toi plus bas dans la rue. Garde ton téléphone allumé. Si quoi que ce soit te semble bizarre, tu m'appelles immédiatement. Nous avons passé l'heure suivante à régler chaque détail. J'ai dessiné un plan de l'aménagement du bureau, marqué toutes les caméras que je connaissais, planifié l'itinéraire exact que je prendrais. Le système de sécurité était vieux, le genre avec un panneau à code près de la porte d'entrée. Je connaissais le code. Papa ne l'avait jamais changé en 15 ans. Son anniversaire de mariage. À 2 heures du matin, nous sommes allés au parc industriel où se trouvait l'entreprise. Jake a garé sa voiture 3 bâtiments plus loin, avec une vue dégagée sur l'entrée. J'ai fait le reste du chemin à pied, habillé de vêtements sombres, une lampe de poche dans ma poche et mes vieilles clés de bureau à la main. Le parking était vide, à l'exception de quelques voitures appartenant probablement à l'équipe de nettoyage de nuit du bâtiment voisin. Je me suis approchée de la porte latérale, celle que les employés utilisaient. J'ai glissé ma clé, elle fonctionnait toujours. À l'intérieur, le bureau était sombre et silencieux. Les panneaux de sortie de secours projetaient une lueur rouge sur tout. Je savais exactement où j'allais. Le bureau de papa était au 2e étage. Le bureau d'angle avec les grandes fenêtres donnant sur le parking. J'ai pris les escaliers lentement.
testant chaque marche avant d'y mettre tout mon poids. Le couloir à l'étage était moquetté, étouffant mes bruits de pas. Je pouvais voir la lueur des caméras de sécurité à quelques endroits, de petites lumières rouges clignotant dans l'obscurité. Je suis restée le long des murs, me déplaçant dans les angles morts que j'avais mémorisés pendant mes 8 ans de travail. La porte du bureau de papa n'était pas verrouillée. Gavin pensait probablement qu'il ne restait rien d'important là, dedans. Je suis entrée et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai sorti ma lampe de poche, gardant le faisceau bas. Le bureau était exactement comme dans mes souvenirs. Un grand meuble en acajou que papa avait acheté lors d'une vente aux enchères il y a 20 ans. Le tiroir du haut servait aux stylos et aux fournitures de bureaux aléatoires. Les tiroirs latéraux contenaient des dossiers et des classeurs, mais le tiroir du bas sur le côté droit, celui-là, avait toujours été verrouillé. Papa y gardait ses affaires personnelles, son journal, ses notes, des choses qu'il ne voulait pas que d'autres voient. J'ai sorti le petit pied de biche que j'avais apporté. Le tiroir était vieux, le mécanisme de verrouillage probablement aussi ancien que le bureau lui-même. Il m'a fallu 3 tentatives, et quand il s'est enfin ouvert, le craquement a résonné comme un coup de feu dans le bureau silencieux. Je me suis figée, écoutant. Pas de bruit de pas, pas d'alarme, rien. À l'intérieur du tiroir se trouvaient 3 carnets en cuir, le genre que papa préférait. Je les ai sortis et j'ai commencé à feuilleter les pages, utilisant l'appareil photo de mon téléphone pour photographier tout ce qui semblait important. Et puis je l'ai trouvé. Page après page, l'écriture de papa, datée d'il y a environ 2 ans, des plans pour la succession de l'entreprise, des notes détaillées sur la façon dont il voulait diviser la propriété entre moi et Jake, des inquiétudes sur l'approche de Gavin, privilégiant l'apparence au fond, des inquiétudes sur les habitudes de dépenses de Jess et sur la question de savoir si on pouvait lui confier de l'argent. Les garçons doivent diriger ensemble, disait une note. Ils l'ont mérité. Ils comprennent ce que cette entreprise signifie. Gavin parle beaucoup, mais s'effondre quand les choses deviennent difficiles. Je l'ai vu le mois dernier avec le comte Henderson. Le gamin n'a pas ce qu'il faut. Mes mains tremblaient alors que je photographiais page après page. C'était ça. C'était la preuve de ce que papa voulait vraiment. Pas un testament falsifié signé alors qu'il était shooté à la morphine, mais ses pensées réelles écrites de sa propre main, datées et détaillées. J'étais tellement concentrée sur les carnets que je n'ai presque pas entendu. Un bruit provenant d'ailleurs dans le bâtiment. Des papeux, êtres, ou une porte qui se ferme. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de Jake. Une voiture de sécurité vient d'entrer sur le parking. Sors maintenant. J'ai remis précipitamment les carnets dans le tiroir. J'ai essayé de faire en sorte que cela ne paraisse pas dérangé. J'ai vérifié ma galerie photo pour m'assurer que toutes les images étaient sauvegardées. Les bruits de pas se rapprochaient maintenant. C'était définitivement dans le bâtiment. Quelqu'un montait. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Elle donnait sur l'arrière du bâtiment où se trouvaient les bennes à ordures. Ce n'était pas une chute énorme, environ 4 mètres jusqu'au sol. Il y avait un tuyau de drainage le long du mur. Les bruits de pas étaient dans le couloir maintenant. Je pouvais voir des faisceaux de lampes de poche sous la porte. Pas le choix. J'ai déverrouillé la fenêtre aussi silencieusement que possible et je l'ai ouverte. L'air de la nuit a frappé mon visage, frais et vif. J'ai grimpé sur le rebord, mon cœur martelant ma poitrine. Le tuyau de descente était juste à ma gauche. Je l'ai attrapé, testant s'il supporterait mon poids. Derrière moi, j'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir. « Bonjour, il y a quelqu'un ici ?» Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé le tuyau et j'ai commencé à glisser, le métal froid contre mes paumes. À mi-chemin, mon pied a glissé et je suis tombée les 2 derniers mètres. Frappant le sol assez fort pour me faire claquer les dents, j'ai roulé dans l'ombre de la benne juste au moment où le faisceau d'une lampe balayait la zone où je me tenais un instant plus tôt. Je suis restée là pendant 5 bonnes minutes, respirant à peine, pendant que le vigile vérifiait la fenêtre que j'avais laissée ouverte. Enfin,
Il l'a refermée et s'est éloigné. J'ai couru. Jake avait le moteur allumé quand je suis arrivée. J'ai plongé sur le siège passager et il a démarré immédiatement, conduisant exactement à la limitation de vitesse. Rien de suspect. Tu l'as eu? A-t-il demandé. J'ai brandi mon téléphone. J'ai tout. Des photos des vrais plans de papa, des entrées datées, tout ce dont on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant? J'ai souri, et ce n'était pas un sourire gentil. Maintenant, nous vérifions les dossiers médicaux de papa plus en profondeur, et ensuite, nous trouvons exactement comment les détruire. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital où papa avait passé ses dernières semaines. Je leur ai dit que je m'occupais des papiers d'assurance et que j'avais besoin de copies de tous ces dossiers médicaux. Ils me les ont envoyés par email dans l'heure. J'ai parcouru chaque page. Les doses de morphine étaient encore pires que ce que je pensais. Pour tout le dernier mois de sa vie, papa avait pris tellement d'antidouleurs qu'il n'aurait probablement pas pu vous dire quel jour on était, et encore moins comprendre des documents juridiques complexes. Mais j'ai trouvé autre chose, des notes de l'infirmière de l'hospice, le 14 mars, le jour où le testament était censé avoir été signé. Elle avait écrit « Patient non réactif la majeure partie de la journée » est devenu agité lors de la visite de sa fille et du petit ami de sa fille. A dû augmenter la dose de morphine pour le calmer. Patient incapable de communiquer clairement. J'ai photographié cela aussi. Jake est venu ce soir-là et nous avons tout étalé sur ma table basse. Les photos des carnets de papa, les dossiers médicaux, les comparaisons de signatures, tout. C'est suffisant, a dit Jake. On pourrait apporter ça à un avocat tout de suite. Contester les testaments. Non, ai-je dit. Pas encore. Pourquoi pas? Je l'ai regardé. Parce que les batailles juridiques prennent des mois, parfois des années. Et pendant ce temps, Gavin continue de couler l'entreprise. L'entreprise de notre père, la chose qu'il a passé 40 ans à bâtir. J'ai secoué la tête. Je veux qu'ils souffrent d'abord. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont volé et qu'ils voient tout s'effondrer entre leurs mains. Jake n'a pas discuté. Il savait que j'avais raison. Les fournisseurs que j'avais déjà sabotés n'étaient que le début. Au cours de la semaine suivante, j'ai passé d'autres appels. J'ai contacté chaque client avec qui j'avais bâti des relations pendant 8 ans. Je leur ai dit la vérité sur ce qui s'était passé. Je leur ai montré les photos des vrais plans de papa. J'ai expliqué la falsification. La plupart étaient horrifiés. C'étaient des gens qui avaient connu mon père, qui le respectaient. L'idée que quelqu'un ait falsifié son testament alors qu'il mourait les dégoûtait. En 10 jours, l'entreprise a perdu 12 contrats majeurs. 3 millions de dollars de revenus garantis envolés. Gavin a commencé à m'appeler. Je n'ai pas répondu. Il a laissé des messages vocaux, furieux au début, puis confus, puis presque suppliant. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu fais? J'ai supprimé chaque message sans tout écouter. Jess a appelé aussi. Tu es mesquin, a-t-elle dit quand j'ai enfin décroché. Papa voulait que Gavin ait l'entreprise. Tu dois l'accepter et passer à autre chose. C'est vrai? Ai-je demandé calmement. Papa voulait vraiment ça? Ou est-ce que toi et Gavin avez convaincu un mourant de signer quelque chose qu'il ne comprenait pas? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. J'ai des preuves, ai-je continué. J'ai les vraies notes de papa. J'ai les dossiers médicaux montrant qu'il était trop drogué pour comprendre ce qu'il signait. J'ai tout. Tu bluffes. Ah bon? Tu veux parier ton héritage là-dessus? Elle m'a raccroché au nez. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Jake avait dit sur le fait d'aller voir un avocat. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je devrais juste remplir les papiers et laisser les tribunaux régler ça. Mais j'ai repensé au sourire de Gavin chez l'avocat. J'ai pensé à mes 8 années de travail de 70 heures par semaine pour un salaire de misère. J'ai pensé à mon père. À peine conscient. Manipulé pour céder tout ce qu'il avait construit. Non,
Les tribunaux viendraient plus tard. D'abord, je voulais les voir paniquer. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'ancien associé de papa, un homme nommé Harrison, qui avait vendu ses parts de l'entreprise à papa il y a environ 15 ans. Je ne lui avais pas parlé depuis les funérailles. J'ai entendu ce qui s'est passé, a dit Harrison. Le testament? Enfin, ça ne ressemble pas à quelque chose que ton père ferait. Ça ne l'était pas, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Les signatures falsifiées, les dossiers médicaux, les fractions chez Jake. Harrison a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a dit « Je veux aider. » Pourquoi? Parce que ton père et moi avons construit cette entreprise à partir de rien. Nous avons travaillé dans un garage pendant 3 ans avant d'avoir les moyens de louer de vrais bureaux. Voir ça aller à un gamin qui ne connaît rien à la gestion d'une entreprise. Il a soupiré. Ce n'est pas juste. Et si quelqu'un a falsifié le testament de ton père, il doit payer pour ça. J'apprécie, mais je ne vois pas comment. Je veux racheter l'entreprise, a dit Harrison. L'entreprise perd énormément d'argent en ce moment. Oui, les contrats tombent, les fournisseurs se retirent. Gavin doit être désespéré. J'ai réfléchi. Vous voulez l'approcher avec une offre? Exactement. Une offre très basse. Faire comme si je lui faisais une faveur en lui rachetant l'entreprise avant qu'elle ne s'effondre complètement. Harrison a marqué une pause. Et une fois que je la possède, toi et ton frère recevez ce que vous étiez censés hériter, je m'en assurerai. Qu'est-ce que vous y gagnez? La satisfaction d'aider les fils d'un vieil ami et peut être des frais de consultation minimes pour mon dérangement. Je pouvais entendre son sourire au téléphone. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pensé à Gavin, regardant tout s'écrouler autour de lui. J'ai pensé à Jess, réalisant que sa source d'argent disparaissait. J'ai pensé à la justice. Je dis qu'on y va, ai-je dit. Mais il y a une dernière chose que je dois faire d'abord. Cette nuit-là, je suis retournée au bureau, pas pour m'introduire cette fois, mais pour surveiller. Je me suis garée de l'autre côté de la rue d'où je pouvais voir l'entrée principale et la fenêtre du bureau de Gavin au 2e étage. Je suis restée là pendant 3 heures. Vers 20h10, j'ai vu du mouvement à l'intérieur. Gavin était toujours là à travailler tard, essayant probablement de comprendre comment sauver le navire qui coulait. Puis vers 22h30, j'ai vu quelqu'un d'autre arriver. La voiture de Jess est entrée sur le parking. Elle est descendue et est entrée. C'était intéressant. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai mis en mode vidéo. J'ai attendu. Environ 20 minutes plus tard, je pouvais les voir tous les deux dans le bureau de Gavin à travers la fenêtre. Ils se disputaient. Leur langage corporel était tendu et agressif. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient depuis l'autre côté de la rue, mais je savais lire sur les lèvres assez bien pour saisir des fragments, quelque chose à propos des contrats et de ton frère, et nous devons arranger ça. Puis la posture de Gavin a changé. Il semblait vaincu, affalé dans sa chaise. Jess faisait les 100 pas, visiblement agitée, et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, même si je n'en ai saisi que des parties, quelque chose à propos d'un document temporaire, et qu'il était à peine conscient. J'ai zoomé autant que mon téléphone le permettait, et j'ai continué à enregistrer. Gavin s'est levé et est allé vers le classeur, en a sorti un dossier. Ils l'ont parcouru ensemble, désignant des documents. Puis Jess a dit quelque chose d'autre, et j'ai capté les mots « testament original ». Ils en parlaient, discutant concrètement de la falsification là, dans le bureau, où n'importe qui aurait pu les voir. J'ai enregistré pendant encore 10 minutes. Ils ont continué à parler, à pointer des papiers. À un moment, Gavin a mis sa tête dans ses mains, visiblement stressé. Jess a mis une main sur son épaule, disant quelque chose qui ressemblait à « ça ira ». Finalement, ils ont quitté le bureau ensemble. Je les ai regardés marcher vers le parking, discutant toujours. Alors qu'ils se rapprochaient de la voiture de Jess, je me suis accroupie pour qu'ils ne me voient pas.
On ne peut pas continuer à perdre de l'argent comme ça, j'ai entendu Gavin dire. Sa voix portait à travers le parking vide. Encore 2 semaines et on ne pourra plus payer les salaires. Alors vends du matériel, a dit Jess. Liquide les stocks. Fais tout ce que tu as à faire. Ça ne suffit pas. Ton frère nous a détruits. Il a tout pris. Il n'a pas de preuves, a dit Jess, mais elle semblait incertaine. Tu en es sûre? Parce qu'il avait l'air plutôt sûr de lui au téléphone. Ils sont montés dans la voiture de Jess et sont partis. Je suis resté assis dans l'obscurité, mon téléphone toujours à la main, l'enregistrement bien sauvegardé. Je les tenais, pas seulement les preuves du testament falsifié, mais une vidéo et un audio d'eux en train d'en discuter, de l'admettre. Essentiellement, ce n'était plus circonstanciel. C'était une confession. J'ai envoyé une copie de l'enregistrement à Jake immédiatement. Puis, j'en ai envoyé une autre à moi-même par email par sécurité. Puis je l'ai téléchargée sur 3 services de stockage cloud différents. Il n'allait pas s'en sortir comme ça. Le lendemain matin, j'ai rappelé Harrison. À quel point pouvez-vous aller vite pour l'offre de rachat? Je peux avoir les papiers prêts pour cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à paniquer. J'ai un enregistrement d'eux discutant de la falsification. Ils savent que l'étau se resserre. J'ai marqué une pause. Si vous voulez faire une offre, faites-la maintenant, pendant qu'ils sont désespérés. Harrison a fait vite. À 14 heures le jour même, il a contacté Gavin avec une offre formelle de rachat de l'entreprise. Il a offert 100 000 $ pour les 80% de parts de Gavin. C'était une offre insultante. L'entreprise, même dans son état actuel de dégradation, valait au moins 1 million, mais l'argumentaire de Harrison était parfait. C'est un rachat de charité. 1 mois de plus et l'entreprise ne vaudra plus rien. Je vous offre une porte de sortie avant que vous ne perdiez tout. Gavin m'a appelé ce soir-là. J'ai laissé aller vers la messagerie. Il semblait désespéré. Écoute, je sais que tu es en colère. Je sais que les choses ne se sont pas passées comme tu voulais, mais on doit parler. Cette offre de Harrison, c'est ridicule. Tu le sais. Si tu arrêtes juste de saboter l'entreprise, on peut trouver un arrangement. Peut-être que je peux te reprendre comme manager ou quelque chose comme ça. J'ai supprimé le message à la moitié. Jake m'a envoyé un SMS. Jess a appelé maman pour essayer de lui faire dire qu'on devrait arrêter. Notre mère était décédée quand nous étions enfants. Il voulait dire que Jess appelait d'autres membres de la famille pour essayer de nous faire passer pour les méchants. J'ai répondu « Laisse-la faire. Quand tout ça sortira, ils verront qui sont les vrais méchants. » 3 jours plus tard, Gavin a accepté l'offre de Harrison. Il n'avait pas le choix. L'entreprise se noyait sous les dettes. Les fournisseurs exigeaient un paiement d'avance. La banque avait gelé la ligne de crédit parce que trop de contrats avaient été annulés. Les employés commençaient à démissionner parce qu'ils sentaient l'instabilité. 100 000 $ valait mieux que rien. La vente a été conclue en moins d'1 semaine. Harrison a payé en liquide et juste comme ça, la propriété de Gavin sur l'entreprise de papa s'était envolée. J'ai rencontré Harrison le lendemain de la finalisation de la vente. Nous étions dans un café en ville à examiner les papiers. L'entreprise est en mauvais état, a dit Harrison honnêtement. Il va falloir des mois pour reconstruire ce qui a été perdu, mais c'est sauvable. Je sais. Je peux aider pour ça. Il a fait glisser un document sur la table. Ceci transfère 60% de la propriété de l'entreprise à ton nom. Je garde les 40% restants comme paiement pour mon dérangement et le risque que j'ai pris. C'est juste? Plus que juste. J'ai signé immédiatement. Bon retour parmi nous, a dit Harrison en me serrant la main. Monsieur le PDG. Le regard sur le visage de Gavin quand Harrison lui a dit que j'étais le nouveau propriétaire était quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous étions tous dans le bureau pour la transition officielle. Gavin était venu en pensant qu'il signait simplement le transfert de propriété à Harrison, supposant probablement qu'il garderait un poste réduit. Au lieu de cela, je suis entrée en costume, tenant les clés du bâtiment.
Le visage de Gavin est passé de la confusion à la pâleur, puis à une fureur absolue en environ 3 secondes. « Toi » a-t-il soufflé. « Moi » ai-je dit calmement. « Harrison a eu la gentillesse de me vendre la part majoritaire. Je suis le nouveau propriétaire, ce qui signifie que tu es officiellement dehors. » C'est... Tu as saboté l'entreprise juste pour pouvoir la racheter à bas prix. C'est une fraude. Non, la fraude, c'est falsifier un testament pendant que quelqu'un meurt et qu'il est trop drogué pour comprendre ce qu'il signe. J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé l'enregistrement de lui et Jess discutant de la chose dans le bureau. Son visage est devenu encore plus pâle. J'ai tout, et je continuais doucement. Dossiers médicaux, les vraies notes de papa montrant ses volontés réelles, la vidéo de toi et Jess admettant la falsification. Tout. J'ai rangé mon téléphone. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas sortir de ce bureau tout de suite et ne jamais revenir. Tu vas garder le silence sur tout ça. Et en retour, je ne porterai pas plainte et ne lancerai pas de poursuite. Tu ne peux pas. Je peux. Et je le ferai à moins que tu ne disparaisses tout de suite. Gavin est resté là un long moment, les poings serrés, puis il s'est tourné et a commencé à vider son bureau sans un mot de plus. Jess est arrivée environ 1 heure plus tard. Elle est entrée en trombe dans le bureau comme si elle en était la propriétaire, le visage rouge de colère. « Espèce de fils de pute !» a-t-elle sifflé. « Tu as détruit la vie de Gavin. Tu as détruit ma vie. Tout ça parce que tu ne pouvais pas accepter que papa l'ait choisi lui plutôt que toi. » J'étais assis au vieux bureau de papa. Mon bureau. Je l'ai regardé calmement. Papa ne l'a pas choisi. Toi et Gavin avez falsifié un testament pendant que notre père mourait. Vous avez commis une fraude. Vous avez volé votre propre famille. Ce n'est pas. J'ai des preuves. J'ai lancé l'enregistrement sur mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers elle. Je l'ai laissé se regarder et regarder Gavin discuter de la falsification. La couleur a quitté son visage. Vous en avez parlé juste devant les fenêtres, ai-je dit. J'étais garée de l'autre côté de la rue avec mon téléphone. J'ai tout eu. Vidéo, audio, tout. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois. Aucun son n'est sorti. Tu veux savoir le pire? Et je continuais. J'ai trouvé les carnets de papa, ses vrais plans. Il a spécifiquement écrit qu'il s'inquiétait de tes habitudes de dépenses. Il pensait qu'on ne pouvait pas te confier d'argent. Et il avait raison, n'est-ce pas? Tu étais tellement désespéré de mettre la main sur cet héritage que tu as convaincu un mourant de céder tout ce qu'il avait construit. Je ne l'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec ça. Je me suis levée. Sors de mon bureau, et si jamais tu essaies de me contacter ou de contacter Jake à nouveau, j'enverrai toutes ces preuves à la police. C'est clair? Elle m'a fixé un long moment, des larmes commençant à couler sur son visage. Puis elle s'est détournée et est partie sans un mot. Jake m'a appelé ce soir-là. Tu les as vraiment laissés partir? Pas de poursuite pour l'instant, ai-je dit. Mais je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai épluché les archives financières de l'entreprise et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Jake attendait. Jess a détourné de l'argent des comptes de papa pendant des années. Des petites sommes, rien d'énorme, mais ça s'accumule. Presque 150 000 $ au cours des 3 dernières années. Elle a créé un faux compte fournisseur, soumis des factures pour des services qui n'ont jamais été rendus. Papa ne l'a probablement jamais remarqué parce que les montants étaient assez petits pour être cachés dans les dépenses d'exploitation normales. C'est pas vrai. Si, et ça, c'est une fraude poursuivable. Pas seulement un testament falsifié, mais un détournement de fonds. J'ai marqué une pause. Je vais lui donner 1 semaine pour rendre l'argent. Si elle ne le fait pas, je dépose une plainte à la police et j'envoie toutes les preuves au procureur. Tu penses qu'elle les a? Elle a intérêt à les avoir. Parce que sinon, elle va en prison. Le lendemain, j'ai envoyé un email à Jess avec toute la documentation de son détournement de fonds, relevé bancaire, fausse facture, enregistrement de virement, tout.
Le message était simple. Rends les 150 000 dollars sous 7 jours ou je porte plainte. À toi de choisir. Elle n'a pas répondu à l'email, mais 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification indiquant qu'un virement avait atteint le compte de l'entreprise. 150 000 dollars provenant d'un compte au nom de Jess. Pas de message, pas d'excuse, juste l'argent. J'ai envoyé la confirmation à Jake. Il a répondu: Tu vas quand même porter plainte? J'y ai réfléchi longtemps. Une partie de moi le voulait. Je voulais qu'elle assume les conséquences de ses actes. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait de quand nous étions enfants, et qu'elle n'avait pas toujours été horrible. Cette partie voulait juste en finir avec tout ça. Non, ai-je dit finalement. Elle est hors de nos vies. C'est suffisant. Les 3 mois suivants ont été brutaux. Reconstruire l'entreprise après les dégâts que j'avais causés a été plus dur que prévu. J'ai dû appeler personnellement chaque client que j'avais saboté et tout expliquer. Leur montrer la preuve de la falsification, m'excuser pour le chaos, promettre que les choses seraient différentes maintenant. Certains sont revenus, d'autres non. Mais lentement, prudemment, j'ai commencé à rassembler les morceaux. J'ai réembauché la plupart des employés qui avaient démissionné pendant le court mandat de Gavin. J'ai aussi fait venir de nouvelles personnes. J'ai établi de nouveaux contrats avec les fournisseurs, offrant de meilleures conditions de paiement que celles que papa avait jamais proposées. Harrison a été d'une aide immense. Il avait quitté les affaires depuis 15 ans, mais il avait toujours des relations, connaissait toujours des gens. Il a fait des présentations, s'est porté garant pour moi, a aidé à rétablir la confiance. Jake a aussi rejoint l'entreprise. Pas dans les opérations comme moi, mais dans la finance. Il était doué avec les chiffres. Il l'avait toujours été. Ensemble, nous formions une équipe solide. 6 mois après avoir repris les rênes, nous étions de nouveau rentables. Pas au niveau où nous étions avant le sabotage, mais stables, en croissance, une vraie croissance. J'étais dans mon bureau tard un soir en train de revoir les rapports trimestriels quand la sécurité a appelé. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a dit le garde. Il dit s'appeler Gavin. Mon estomac s'est noué. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit que c'est urgent. Il dit qu'il a juste besoin de 5 minutes. J'ai réfléchi. La curiosité l'a emporté. Très bien, faites-le monter, mais restez à proximité. Gavin avait l'air épuisé quand il est entré dans mon bureau. Son costume était froissé, ses cheveux mal coiffés, il avait perdu du poids, et pas de manière saine. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé sans me lever de mon bureau. « J'ai besoin d'un travail, » a-t-il dit doucement. J'ai ri. J'ai vraiment ri. « Tu plaisantes ?»« Non. Je suis fauchée. Je ne trouve de travail nulle part. Chaque entreprise où je postule, ils demandent des références, et d'une manière ou d'une autre, le mot passe sur ce qui s'est passé ici. Je suis sur liste noire. » Il semblait désespéré. Je ferai n'importe quoi, débutant, peu importe. J'ai juste besoin d'un revenu. Tu as volé mon héritage, ai-je dit sèchement. Tu as falsifié le testament de mon père pendant qu'il mourait. Tu as essayé de détruire tout ce qu'il a bâti. Et maintenant tu veux que je te donne un travail. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je le sais, mais je suis à la rue. Je vis dans ma voiture. Jess m'a quitté dès que l'argent s'est tari. Je n'ai plus rien. Tant mieux, ai-je dit. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti quand je suis sortie du bureau de cet avocat. Sécurité, ai-je appelé. Le garde est apparu dans l'embrasure de la porte. Monsieur Gavin s'en va. Veuillez l'escorter dehors et noter qu'il n'est plus autorisé à revenir dans le bâtiment. Le visage de Gavin s'est effondré. Tu vas vraiment faire ça? Me laisser avec rien? Tu t'es laissé avec rien, ai-je dit. Tu as fait tes choix. Maintenant, assume-les. Le garde l'a pris par le bras. Doucement mais fermement. Gavin n'a pas résisté. Il m'a juste regardé une dernière fois, les yeux suppliants, avant d'être emmené. J'ai regardé par ma fenêtre, alors qu'il traversait le parking vers une berline cabossée qui avait définitivement connu des jours meilleurs. Je l'ai regardé monter et rester assis là quelques minutes avant de démarrer. Je ne me sentais pas spécialement bien,
Mais je ne me sentais pas mal non plus, juste vide. Jake m'a appelé plus tard cette nuit-là. J'ai entendu que Gavin est passé. Ouais. Ça va? Je vais bien. Comment tu l'as appris? Le vigile est ami avec un de nos gars à l'entrepôt. Les nouvelles vont vite. Il a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. C'est vrai, il ne t'a pas seulement volé toi. Il nous a tous volés. Il a volé l'héritage de papa. Il ne mérite pas ton aide. Je savais que Jake avait raison. Mais tout de même, voir quelqu'un d'aussi brisé, d'aussi désespéré, cela ne faisait pas plaisir. Environ 3 ans plus tard, j'ai reçu une demande de message sur LinkedIn de la part de Jess. J'ai failli la supprimer sans la lire, mais encore une fois, la curiosité a gagné. Le message était long, des pages de texte expliquant à quel point elle était désolée, comment elle avait suivi une thérapie, comment elle comprenait maintenant ce qu'elle avait fait de mal. Elle racontait comment Gavin l'avait manipulée, l'avait convaincue que papa me favorisait moi et Jake, et qu'il devait rétablir l'équilibre. Elle disait qu'elle n'attendait pas de pardon. Elle voulait juste que je sache qu'elle comprenait les dégâts qu'elle avait causés. J'ai lu tout le message 2 fois, puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué son numéro sans répondre.